Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de l'accessibilité numérique, dans une conférence intitulée L'accessibilité numérique, pas à pas. Je m'appelle Denis Boulet, je suis chargé du pôle accessibilité numérique au sein de la Fédération des aveugles de France. Vous pouvez entre autres nous suivre sur Twitter avec les identifiants aveugle_France et NTIC_DV. Les objectifs de cette conférence sont de vous faire connaître le cadre normatif et législatif de l'accessibilité en France et dans le monde, de comprendre les différentes situations de handicap et révéler ainsi les besoins et comment l'accessibilité numérique va répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, et enfin, connaître plusieurs modes et contextes de navigation. Pour parler d'accessibilité numérique, il semble intéressant de pouvoir vous donner une définition de l'accessibilité du web telle qu'elle a été émise par le W3C. L'accessibilité du web signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le web. Plus précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web et qu'elles peuvent contribuer sur le web. L'accessibilité du web bénéficie aussi à d'autres, notamment les personnes âgées, dont les capacités changent avec l'âge. Enfin, l'accessibilité du web comprend tous les handicaps qui affectent l'accès au web, ce qui inclut les handicaps visuels, auditifs, physiques, de parole, cognitifs et neurologiques. Un des publics visés par l'accessibilité numérique est bien entendu les personnes en situation de handicap. Je vous propose donc de vous parler d'un certain nombre de chiffres, d'un certain nombre de données correspondant aux chiffres du handicap dans le monde et en France. Dans le monde, selon l'Organisation mondiale pour la santé, dans une étude de décembre 2014, eh bien, il y a l'évocation de plus d'1 milliard de personnes touchées par un handicap, ce qui représente environ 15% de la population mondiale. L'OMS s'attache à montrer qu'il y a une augmentation de la fréquence du handicap due au vieillissement des populations. En France, les données sont un petit peu plus complexes à obtenir et nous avons dû croiser un certain nombre de ressources pour pouvoir vous fournir les chiffres qui suivent. Donc les chiffres proviennent à la fois de l'INSEE, de l'INAPI et de l'OMS. Donc pour les 4 grandes typologies de handicap, nous avons pu avoir les chiffres suivants. Donc pour le handicap visuel, 1,7 million de personnes, donc 4,3% de la population active. Selon l'OMS, il y a dans le monde 39 millions de personnes aveugles et 246 millions de personnes touchées par une baisse d'acuité visuelle. Pour le handicap moteur, il y a 2,3 millions de personnes, dont 5,8% de la population active. Au niveau du handicap auditif, 5,2 millions de personnes, dont 13,2% de la population active. Il faut savoir que 100 000 personnes utilisent le langage gestuel ou le langage des signes. Enfin, pour le handicap cognitif, il y a 700 000 personnes, dont 1,8% de la population active. Parmi les chiffres et les données que nous avons eues, nous avons pu établir qu'il y a entre 50 et 60 000 personnes atteintes de la trisomie 21, qu'il y a entre 1 et 7 naissances sur 1000 qui donnent lieu à de l'autisme. En France, on parle de 6 à 8% de troubles 10, comme dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Ce qui veut dire qu'environ 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques et 2% sont dysphasiques. Après vous avoir présenté en quelques mots la définition de l'accessibilité numérique ainsi qu'un certain nombre de chiffres concernant le handicap dans le monde et en France, il convient bien entendu de nous intéresser à l'instance internationale qui a permis de produire des normes, les premières normes d'accessibilité numérique. Cette instance internationale, c'est le W3C. Il a été créé en 1994 et il veut dire le World Wide Web Consortium. C'est l'autorité des standards sur le web. Le W3C, dès 1996, constitue un groupe de travail qui s'appelle la Web Accessibility Initiative. Les principales missions
de ce groupe de travail sont de vérifier l'accessibilité des technologies du W3C, de produire des recommandations, de contribuer au développement d'outils et de coordonner la recherche et le développement sur l'accessibilité. Pour résumer en quelques mots les grandes recommandations émises par le groupe de travail Web Accessibility Initiative, le petit dessin suivant vous résume bien la situation. On voit qu'entre le producteur de contenu et l'utilisateur final se succède un ensemble de recommandations, dont les ATAG, les Authoring Tools Accessibility Guidelines, qui s'appliquent aux outils qui vont permettre de créer des contenus et de créer des contenus accessibles. Enfin, il y a les contenus eux-mêmes, et là c'est la recommandation WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui s'applique. Enfin, entre le contenu et l'utilisateur final, il y a les recommandations UAAG, comme User Agent Accessibility Guidelines. Et là, ces recommandations s'appliquent aux navigateurs, aux technologies d'assistance dont vont se servir les utilisateurs handicapés notamment. Je souhaite maintenant vous parler de la structure des WCAG 2.0. Ces recommandations sont en version 2.0 depuis l'année 2008. Il faut savoir aussi que la plupart des pays qui légifèrent dans le sens de l'accessibilité numérique prennent comme point de référence ces fameuses WCAG 2.0. Donc ces dernières sont constituées de la manière suivante. Il y a 4 grands principes: perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Ces principes représentent des objectifs pour tout contenu diffusé sur le web. Un contenu doit donc être perceptible, il doit être compréhensible, utilisable et robuste. De ces 4 grands principes découlent 12 grandes recommandations générales qui sont non techniques et dont dépendent un ensemble de 61 critères de succès. Ces 4 principes, ces 12 grandes règles et ces 61 critères de succès composent le socle normatif des WCAG 2. Ce socle est indépendant des technologies employées. Pour cela, il y a la mise à disposition de techniques suffisantes. Ces techniques sont opérationnelles et donc adaptées aux technologies, mais elles sont très nombreuses. Ce socle de techniques suffisantes est non normatif. Alors pour illustrer mon propos, j'ai extrait des 4 grands principes des WCAG 2 le principe numéro 3 qui est compréhensible. De ce principe compréhensible, j'ai pris une des grandes règles qui est lisible, rendre le contenu textuel lisible et compréhensible. Un des critères de succès associés à cette règle est langue de la page. La langue par défaut de chaque page web peut être déterminée par un programme informatique, niveau simple A. Et donc, en fonction de la technologie utilisée pour créer un contenu, une ou plusieurs techniques suffisantes permettront de satisfaire ce critère de succès. Alors, un mot sur les 3 niveaux des WCAG 2. Il y a le niveau simple A, qui est le niveau minimum d'accessibilité. Il y a le niveau double A, qui est un niveau satisfaisant. Et il y a le niveau triple A, qui est le niveau amélioré. Il faut savoir que c'est le niveau intermédiaire, donc le niveau double A, qui est utilisé dans la plupart des lois en faveur de l'accessibilité numérique. Pour le niveau triple A, il faut savoir que même le W3C indique que dans certains contextes, il n'est pas raisonnable de chercher à atteindre le niveau triple A pour ces contenus. Intéressons-nous maintenant au cadre réglementaire en France par rapport à l'accessibilité numérique. Je vais vous présenter un certain nombre de dates clés et qui commence par la première d'entre elles qui est celle du 11 février 2005 qui est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Environ 4 ans et demi après, soit le 16 mai 2009, il y a la publication du décret d'application relatif à l'article 47 de cette loi de 2005. Cet article 47 impose aux sites de l'État de rendre leurs services de communication publique en ligne accessibles aux personnes en situation de handicap. Et pour cela, de se référer
aux fameuses WCAG 2 dont nous avons parlé juste avant. Enfin, en octobre 2009, il y a la publication de l'arrêté qui stipule aux administrations de se référer au référentiel général d'accessibilité pour les administrations pour attester de la conformité de leurs services en ligne. Plus proche de nous, soit le 29 avril 2015, eh bien, la version 3 de ce RGAA est approuvée par décret. Alors on peut donc voir que la loi donne pour objectif aux services publics en ligne français d'atteindre les WCAG 2, donc se référer au WCAG 2.0, mais en même temps produit son propre référentiel général pour l'accessibilité des administrations, le RGAA, qui est un document technique qui va rendre normalement plus pratique et l'application plus pratique de ces WCAG 2. Le RGA 3.0, il est constitué de 3 documents, dont un référentiel technique. Ce référentiel technique, il a notamment 2 volets. Un volet constitué de 133 critères répartis en 13 thématiques. Ces 133 critères ne font pas référence non plus, au même titre que les WCAG 2, à la moindre balise, c'est-à-dire qu'il est aussi un petit peu indépendant des technologies. De ces 133 critères dépendent 300 tests qui, eux, par contre, dépendent d'une technologie ou d'un ensemble de technologies particulières qui permettent de satisfaire ou non les 133 critères cités plus haut. Ce RGA est également accompagné d'un glossaire, car un certain nombre de terminologies techniques nécessitent une définition claire pour que toute personne qui l'utilise parle exactement de la même chose. Il est constitué de cas particuliers et d'une base de référence. Le RGA 3, c'est un outil pour évaluer la conformité à la norme WCAG. Donc il est organisé pour être opérationnel, comme je le disais, il est structuré par objet, non plus par objectif. Vous vous rappelez, dans WCAG 2, on se demandait à ce que un contenu soit perceptible, utilisable, compréhensible. Et bien là maintenant, si on demande à un concepteur, un technicien du web d'appliquer de l'accessibilité numérique, et si on lui demande à ce que directement son contenu soit compréhensible, utilisable, perceptible, ça va être plus compliqué pour lui de pouvoir l'intégrer dans les meilleures conditions. C'est pour ça que le RGA est organisé par objet et non plus par objectif. Les objets, ça va être, il y en a 13, on va traiter des images, des liens, des cadres, des couleurs, du multimédia, etc. Et donc quelque chose de beaucoup plus perceptible, beaucoup plus compréhensible par quelqu'un qui va être en charge de déployer l'accessibilité sur un contenu. Il va pouvoir traiter ces images de telle manière, avec tel et tel critère et tel test. D'accord ? Donc chacun des critères et chacun des tests présents dans le RGA 3 est en correspondance avec à minima une technique suffisante des WCAG 2. Donc on voit bien la référence, la correspondance logique. Pour conclure, on est assuré en appliquant le RGA, donc en assurant les 3 niveaux A, AA, AAA du RGA, et bien d'appliquer par voie de correspondance les WCAG 2.0. Donc l'adresse pour lire et consulter ce RGA 3.0, c'est donc http:// référence au pluriel .modernisation.gouv.fr/référentiel. Voyons maintenant les modalités juridiques concernant ce RGA 3.0. Alors le champ d'application du RGA, c'est tous les services en ligne, que ce soit aussi bien l'Internet, l'extranet que l'intranet. Au moment de la publication des différents décrets, il y avait des délais pour la mise en conformité et la déclaration de la conformité de chacun de ces services en ligne publics. Donc ces délais, c'était pour les services de l'État, notamment les sites de ministères par exemple, eh bien il y avait 2 ans pour que les sites de ministères par exemple, depuis 2009, 2 ans pour se rendre conformes et attester de cette conformité. Ce délai était de 3 ans pour l'ensemble des collectivités territoriales. Donc 2009 plus 2 ans, 2009 plus 3 ans, à l'horizon 2012, l'État a donc considéré que l'ensemble de ces services en ligne était accessible, ou en tout cas conforme
au RGA. Il faut noter que avec la publication le 29 avril dernier de la dernière version du RGA, la 3.0, les sites publics disposent de 18 mois pour être conformes à la nouvelle version du RGA, c'est-à-dire de transposer leur conformité à l'ancienne version du RGA vers la nouvelle. Alors évidemment, le décret et le RGA prévoient un ensemble de sanctions pour les contrevenants. La première des choses, c'était une mise en demeure après constatation qu'un service public en ligne ne respectait pas à l'issue de ces délais le dépôt d'une attestation de conformité ou alors une attestation de conformité au RGA qui était déficiente, c'est-à-dire qui ne correspondait pas à la réalité d'accessibilité des contenus. Et donc, proposer à l'issue de cette mise en demeure de 6 mois pour un nouveau contrevenant, de l'afficher sur une liste réputée liste noire. Donc au-delà de ces sanctions administratives, tout utilisateur lésé peut demander une médiation auprès du défenseur des droits ou obtenir réparation de son préjudice auprès du juge selon la nature du préjudice subi. Donc une fois qu'on a parlé un petit peu des dispositions légales et juridiques, c'est un petit peu le moment de dresser un bilan et de voir un petit peu par rapport à la situation actuelle de ce que c'est que la réalité de cette application du RGA. Donc la situation actuelle, le rapport de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité de la conception universelle a publié donc un rapport en 2012 où il est déjà mentionné que donc à l'issue des délais légaux, 2012, c'était donc 3 ans après la publication du RGA, peu de sites étaient conformes et qu'il y avait un grand besoin de formation, d'audit et de conseil. Donc ça, c'était vraiment un rapport vraiment publié au niveau de l'État. Un peu plus proche de nous, en 2014, l'association BrailleNet a publié une étude qui s'intitule « Ce que les sites web publics nous disent de leur accessibilité ». Donc cette étude se reposait finalement sur le recensement des attestations de conformité qui auraient dû être publiées sur l'ensemble des sites web publics français. Donc on parle bien là de la donnée publique, il n'y avait pas de recherche particulière, c'était vraiment des attestations qui auraient dû figurer sur un certain nombre de pages des sites publics français. Et donc la constatation c'est quoi? C'est que sur un échantillon de 600 sites publics, donc l'ensemble des sites de ministères, tous les sites de région, les sites des conseils départementaux, des départements, les plus grandes villes de chacun des départements français, donc un échantillon de 600 sites, les calculs ont été assez rapides, c'est-à-dire que 22 sites sur 600 ont proposé, entre 2009 et 2014, une attestation de conformité au RGA, ce qui représente un peu moins de 4% en quantité. Donc on est loin de l'objectif des 100% de sites publics conformes au RGA à l'issue de l'année 2012. Alors le bilan pour l'Internet public français est relativement médiocre, mais il faut savoir que la France n'est pas la seule à avoir légiféré dans le sens de l'accessibilité numérique. De très nombreux pays, voire la majorité des pays dans le monde, ont adopté des dispositions en faveur de l'accessibilité numérique. C'est notamment le cas au niveau des Nations Unies, qui stipule dans sa convention relative aux droits des personnes handicapées que tous les services soient accessibles aux personnes handicapées. Ça, c'est l'article 9. Cette convention des Nations Unies a été ratifiée par plus de 100 pays, dont la France et l'Union européenne. Donc au niveau de l'Union européenne, il y a le souhait d'harmoniser les bonnes pratiques dans les technologies de l'information et de la communication, et les recommandations WCAG et ATAG, donc pour les outils qui produisent des contenus, doivent être appliquées, notamment à leur niveau intermédiaire, qui est le niveau AA. D'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, il y a eu un communiqué de presse le 3 décembre 2012 sur les règles pour rendre les services publics accessibles à tous. Alors après avoir vu les définitions de l'accessibilité numérique, les dispositions internationales pour créer des recommandations en faveur de l'accessibilité numérique, notamment le W3C et son groupe de travail WAI,
d'avoir fait un point particulier sur le contexte légal en France et la faiblesse des résultats obtenus à l'issue des délais légaux. Eh bien, on va s'intéresser maintenant à des exemples d'usage de personnes en situation de handicap sur Internet. Donc pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de voir à la suite des dispositions légales en France, il y a un petit visuel qui montre une personne en haut d'une dizaine de marches sur lequel a été déroulé un tapis rouge et qui dit à une seconde personne en bas de ces mêmes marches: on vous a déroulé le tapis rouge. Alors l'ironie de la situation veut que la personne à qui il s'adresse est en fauteuil roulant et cette personne évidemment ne peut pas accéder en haut des marches du fait qu'il n'y a pas de moyen de compenser, il n'y a que ces marches, même si un tapis rouge a été déroulé dessus. Donc on va travailler un petit peu sur un certain nombre, une certaine typologie de handicap. Je ne les ai pas toutes relevées dans le cadre de cette conférence. On va s'intéresser déjà aux personnes en situation de handicap auditif. Donc qui est concerné? On parle donc des personnes sourdes, des personnes malentendantes, des personnes qui cumulent un double handicap comme les personnes sourdes et aveugles, les personnes avec des difficultés de perception de la parole dans un environnement bruyant, et ça on n'a pas besoin d'être handicapé pour subir ce type de problème. Alors c'est quoi le besoin pour les personnes en situation de handicap quand ils naviguent sur le web? C'est une langue simple, ce sont des sous-titres paramétrables dans les vidéos, des illustrations graphiques pour mieux faire comprendre le contenu, et enfin des vidéos en langue des signes. On se rappelle que parmi tous les chiffres qu'on a vus sur le handicap, il y avait au moins 100 000 personnes qui utilisaient la gestuelle, voire la langue des signes française, pour pouvoir s'exprimer et comprendre l'information. Au niveau du handicap suivant, donc on va parler des personnes en situation de handicap moteur. On voit dans les petits visuels qui illustrent cette thématique sur le handicap moteur, eh bien, il y a le physicien et mathématicien Stephen Hawking qui est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, et ainsi que de l'acteur Michael J. Fox qui lui est atteint de la maladie de Parkinson. Entre autres illustrations, on voit des moyens de compensation au handicap, donc des outils adaptés tels que des claviers particuliers, des souris avec des molettes particulières, et enfin une personne qui peut lire son journal en étant dans un fauteuil roulant, loin de son journal, et qui utilise un système de head stick, c'est-à-dire une tige qui est fixée à son front et qui lui permet de piloter dans le cadre actuel un journal papier, mais qui pourrait aussi piloter un clavier à distance. Donc les personnes concernées, ce sont donc des personnes ayant des limitations dans leurs mouvements musculaires, comme les tremblements, le manque de coordination, et les personnes atteintes d'arthrite, de paralysie ou qui ont un membre manquant. Donc pour ces personnes, les besoins sur le web, quels sont-ils? Donc des fonctionnalités activables aussi au clavier, pas uniquement à la souris, du temps supplémentaire pour effectuer un certain nombre d'actions. Donc là on imagine des personnes qui se meuvent lentement ou avec difficulté. Eh bien, s'ils sont dans des sessions chronométrées, minutées pour remplir une tâche, un formulaire quelconque sur Internet, eh bien, s'ils mettent plus de temps que la normale, eh bien, ça va être compliqué pour eux si la session se ferme alors qu'ils sont en cours de remplissage d'un formulaire ou d'une action particulière. Autre besoin, les mécanismes pour passer des blocs d'information ou des barres de navigation. Comme pour l'item précédent, la difficulté de se mouvoir, de pouvoir fixer sans tremblement un pointeur comme une souris, eh bien ça va être difficile pour des pages qui sont longues ou qui proposent systématiquement des translateurs ou des ascenseurs sur le côté des fenêtres du navigateur, de pouvoir les utiliser. Donc les moyens de compensation pour ça, sur le web, ça peut être par exemple de proposer des liens ou des fonctionnalités qui permettent de sauter rapidement d'un élément de structure de la page à un autre. Enfin, pour terminer l'illustration des différents cas d'usage des personnes en situation de handicap sur le web, eh bien, prenons le cas particulier des personnes en situation de handicap visuel. Donc, pour illustrer cette slide,
on voit la photographie d'un utilisateur qui utilise qui ne voit pas, donc il est avec des lunettes, donc il est aveugle, qui utilise un ensemble de technologies qui vont lui permettre d'avoir la restitution sonore, donc il a un casque sur les oreilles, donc il a un outil intégré à son site web de type lecteur d'écran qui va lui restituer de manière orale l'information écrite qui apparaît à l'écran, et lui synchronise à la fois cette restitution audio à une solution tactile avec l'ajout, en plus de son système audio, d'une plage braille, d'un terminal braille, avec un système de braille éphémère qui fait que les picots braille se lèvent et se baissent en fonction du texte qui est vocalisé et donc affiché sur l'écran. Donc les personnes concernées par le handicap visuel, ce sont les personnes avec un petit reste visuel ou celles qui ont une vue incorrigible, donc plutôt les personnes malvoyantes, des personnes sensibles à une luminosité accrue des couleurs, et enfin les personnes complètement aveugles, donc qui ne voient pas du tout. Leurs besoins, ce sont des alternatives cohérentes aux éléments non textuels. Forcément, leurs outils ne vont pas être en capacité de détecter le contenu d'une image, sauf si le concepteur, donc le producteur de contenu, a produit une alternative textuelle qui va décrire le contenu de chacune des images. Il faut donc aussi, en termes de besoins, la possibilité de redimensionner le texte, d'en modifier sa taille et sa couleur. Donc une personne qui voit mal va avoir tendance à vouloir agrandir les caractères notamment, ou sans être forcément en situation de handicap visuel, vous situez loin de votre écran pour une raison X ou Y, et donc vous allez avoir besoin aussi d'avoir un accès particulier à vos contenus traditionnels, pourquoi pas en ayant la possibilité de les agrandir, vos contenus sur votre navigateur. Il nécessite aussi des pages bien structurées, et enfin une séparation du fond de la présentation des documents présents sur le web. Enfin, pour conclure un peu sur les différents types d'usages, il était intéressant de s'intéresser à la question de l'accessibilité des documents bureautiques. Ces documents bureautiques, tout à chacun est à même de les utiliser quotidiennement. On écrit des mails, on rédige des textes sur du Word, on génère des présentations en PDF. Il faut savoir que ces fichiers au format Word et PDF et autres, que les principes qu'on a vus pour le web, donc issus de WCAG, s'appliquent pratiquement de manière identique pour ce type de contenu, les fichiers aux documents bureautiques. Donc pour ces documents Word ou PDF, il faut bien aussi des alternatives textuelles aux images pour vos photos, vos diagrammes, etc. De vérifier les contrastes entre les couleurs et l'information donnée uniquement par la couleur. Effectivement, si vous indiquez dans votre document que l'ensemble des articles précédés d'une pastille rouge sont à moins 50%, et qu'une personne est aveugle ou ne distingue mal les couleurs et qui donc n'a pas accès à l'information que vous mentionnez. Il faut donc prévoir des moyens complémentaires pour donner la même information à chacun. Sur les fichiers Word, les fichiers PDF, on rencontre souvent de nombreux tableaux de données, et donc il faut pouvoir penser à les rendre accessibles, c'est possible de le faire. De créer des liens les plus explicites possibles, et enfin de structurer correctement ces documents en apposant des titres, des éléments de liste, en gros toute la sémantique nécessaire à votre document pour que des outils type lecteur d'écran qu'on a vu pour notre utilisateur aveugle tout à l'heure puissent l'informer au mieux de la manière dont est constituée la page. Pour vous permettre de mieux comprendre l'accessibilité numérique, je vais vous présenter une dizaine de points extraits de la norme WCAG 2.0 que nous illustrerons par autant de cas concrets. Ces 10 principes de base sont les suivants. Pour toute page web, il faut fournir un titre pertinent. Il faut proposer des contrastes adaptés. Il faut séparer le fond et la forme du document en utilisant massivement les feuilles de style. Proposer pour toutes les images présentes sur votre page une alternative textuelle pertinente. Que votre site
soit complètement accessible à la fois à la souris mais aussi au clavier, que les règles et les spécifications d'écriture de vos pages web soient respectées et donc que votre site soit conforme aux normes du W3C. Si vous proposez des contenus multimédia de type vidéo, il faut que ces vidéos soient accessibles. Il faut proposer des aides à la navigation de type plan du site et moteur de recherche. Si vous proposez et mettez à disposition de votre public des fichiers de type bureautique au format Word, PDF par exemple, il faut que ces fichiers soient eux-mêmes rendus accessibles. Enfin, si vous ouvrez de nouvelles fenêtres du navigateur dans vos contenus via des liens, eh bien, il faut prévenir l'utilisateur de tels changements de contexte. Le premier principe que nous souhaitions vous présenter est donner un titre pertinent au document. Dans l'exemple, on voit que le titre de la page est absent, et c'est donc une information sous forme d'une URL peu compréhensible qui est renvoyée aux utilisateurs. Nous assistons donc là à une perte d'information notoire. Le second principe est fournir des contrastes adaptés. Le rapport de contraste entre les couleurs de premier plan et la couleur de fond sur laquelle ils sont affichés permet d'assurer une bonne lisibilité de l'information. Dans notre exemple, le texte écrit en blanc sur fond bleu est conforme aux exigences de la norme WCAG 2.0. Nous avons utilisé l'outil Color Contrast Analyzer pour mesurer et vérifier si les contrastes étaient suffisants entre ces deux couleurs. Cet outil est téléchargeable en français sur le site de pacielogroup.com. Le troisième principe est séparer le fond de la forme. L'utilisation des feuilles de style dans vos pages web permet notamment au texte de pouvoir être personnalisé. Ici, nous testons la page avec un agrandissement des caractères à 200%, comme le demande la norme WCAG 2.0. Nous voyons dans l'exemple que le texte « Je fonce » est encapsulé dans une image, c'est-à-dire que sa personnalisation n'est plus possible, il n'est plus modifiable et ne peut plus être agrandi pour des personnes malvoyantes notamment, qui le rendent donc beaucoup plus difficile et complexe à lire. Le quatrième principe est de fournir une alternative textuelle aux images. Les images porteuses d'informations doivent être accompagnées d'une alternative textuelle qui retranscrit toutes les informations véhiculées par l'image. Cela permet par exemple aux utilisateurs qui ne voient pas les images d'avoir accès aux informations qu'elles contiennent par l'intermédiaire de logiciels adaptés comme les lecteurs d'écran qui vocalisent les informations. Les informations présentes dans des images sans alternative textuelle seront donc perdues pour de nombreux utilisateurs. Dans notre exemple, l'alternative textuelle de cette image pourrait être « Service e-réservation, retrait de vos articles en 2 heures dans votre boutique ». Le cinquième principe est « Site accessible au clavier ». Toutes les informations contenues dans un site web doivent être atteignables et utilisables à la fois à la souris, mais aussi au clavier. Dans l'exemple, les numéros présents sur le clavier virtuel ne sont atteignables qu'avec le seul usage de la souris, rendant par là impossible l'exploitation de ce clavier virtuel par tous les utilisateurs du clavier. Vous pouvez vous-même vérifier si une page web est accessible au clavier en utilisant la touche de tabulation de votre clavier. Le sixième principe est conformité aux normes du W3C. Les technologies utilisées pour créer des contenus web reposent sur des règles d'écriture qu'il convient de respecter. Un contenu qui valide ces règles devient interopérable, c'est-à-dire qu'il peut être interprété par tout type de navigateur sans ambiguïté. Pour vérifier que votre page web est conforme aux spécifications du W3C, utilisez un validateur en ligne qui s'appelle le W3C Validator à l'adresse validator.w3.org. Le septième principe est vidéo accessible. Les vidéos mises à disposition sur les sites web doivent respecter plusieurs règles d'accessibilité. Un titre à la vidéo qui identifie son contenu, la présence de sous-titres synchronisés pour toutes les informations sonores, le pilotage du lecteur vidéo à la fois au clavier et à la souris,
la présence d'une audiodescription pour toutes les informations visuelles, si nécessaire, une transcription textuelle de l'ensemble des informations sonores et visuelles contenues dans la vidéo. Pour être conforme au niveau AAA des WCAG 2.0, une piste supplémentaire de traduction en langue des signes sera exigée. Le huitième principe est plan du site et moteur de recherche. Des fonctionnalités d'aide à la navigation sont requises sur un site web accessible. Il faut prévoir des barres de navigation, un moteur de recherche qui indexe l'ensemble du site web, ainsi qu'un plan du site. Les WAG 2.0 demandent à ce que deux de ces trois fonctionnalités soient présentes sur un site web et qu'elles soient affichées à la même place sur chacune des pages d'un site web. Neuvième principe, des fichiers téléchargeables accessibles. Au même titre que les sites web, les règles d'accessibilité numérique s'appliquent aux fichiers bureautiques, comme les fichiers Word ou PDF. Des outils de vérification intégrés dans Word 2010 et Acrobat Pro, des outils faciles à utiliser, permettent de fournir un premier diagnostic d'accessibilité basé notamment sur les critères automatisables. L'accessibilité des fichiers téléchargeables est un véritable enjeu pour l'accès des personnes handicapées à ce type de support, souvent réputé inaccessible. Dans le cas des fichiers Word, si l'information n'est pas structurée correctement, c'est-à-dire avec la présence de titres, de listes, de sommaires, elle sera lue comme un simple bloc de texte et donc très difficilement interprétable et compréhensible par nombre d'utilisateurs, les personnes aveugles notamment. C'est la même chose avec les fichiers de type PDF. C'est grâce à des pages balisées, structurées, avec des tableaux de données accessibles et des images possédant des alternatives textuelles pertinentes, que la lecture et la compréhension des utilisateurs sera grandement facilitée. Il est à noter qu'un document Word rendu accessible, c'est-à-dire conforme au WCAG 2.0, peut être exporté au format PDF qui conservera après l'exportation les éléments d'accessibilité mis en place dans le fichier Word d'origine. Le format Word, facilement manipulable, peut donc être considéré comme un format pivot pouvant être exporté vers d'autres formats de type PDF, EPUB, tout en assurant leur mise en accessibilité. Pour toute information, vous pouvez vous référer au document « Créer des documents accessibles avec Microsoft Office Word 2010 » de Microsoft et au notice « Accès de PDF ». Le dixième et dernier principe que nous souhaitions vous présenter est prévenir l'utilisateur en cas d'ouverture d'une nouvelle fenêtre. Il arrive fréquemment que des liens présents sur un site web ouvrent la page de destination dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Si les utilisateurs ne sont pas avertis de son changement de contexte, certains d'entre eux, comme les utilisateurs aveugles par exemple, risquent de ne pas s'apercevoir qu'ils ne se trouvent plus sur le même site et risquent d'être gênés dans leur historique de navigation. En effet, le bouton Retour de le navigateur ne pourra pas être actionné du fait de la nouvelle fenêtre du navigateur. L'accessibilité numérique demande donc de prévenir l'utilisateur lors d'une ouverture d'une nouvelle fenêtre du navigateur. Dans l'exemple, c'est un titre de lien qui a été ajouté et indique « Nouvelle fenêtre ». Nous arrivons donc à l'issue de cette présentation sur l'accessibilité numérique. Nous vous remercions bien évidemment de votre attention et nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. Vous pouvez donc nous retrouver sur le site Aveugles de France, Nos actions, nouvelles technologies. À bientôt.